Alors, j'ai déjà sur ce plateau Oumar Adeyandjou, bonjour, en attendant que Laurent Tonéniques j'y arrive, nous rejoigne. Nous allons démarrer avec vous. Bonjour Oumar Adeyandjou. Bonjour Carole, bonjour à tous. Vous êtes analyste politique, également journaliste. Bienvenue à nouveau. Merci. Alors, nous démarrons par le quotidien Nord-Sud, quotidien Affaires, Frère-Rouvi. Pratiquement tous les journaux ont titré sur ce sujet. Donc, c'est l'information principale du jour. Votre lecture. C'est l'information principale du jour. Enfin, tout le monde en parle. Pas mal de supputations, pas mal de conjectures autour de cette affaire. Et malgré tout, il faudra dire que c'est une affaire assez sensible. Il faut faire très attention lorsqu'on veut commenter toutes ces affaires pendantes encore devant la justice. Il faut connaître les tenants, les aboutissants. Il faut être en amont et en aval de tout ce qu'il y a comme propos tenus par les uns et les autres. En tout cas, il faut être au parfum vraiment de ce qui se dit et de ce qui s'entend. Maintenant, la première chose, moi j'entends parler depuis un moment de plusieurs chefs d'accusation. Oui, de plusieurs chefs d'accusation. On s'y attendait, hein, il ne faut pas, on s'y attendait. Il a tenu des propos énormes quelquefois, très énormes. Moi, je me souviens d'un de ses propos où harcèlement il disait, par voie électronique, voilà, initiation et publication de fausses nouvelles, voilà, provocation directe à la rébellion. La dernière qui est vraiment très corsée, voilà, et qui va vraiment peser dans ce procès. Et il est clair que la rigueur de la loi lui sera appliquée, mais jusqu'à la dernière mesure. Parce que ce qu'il disait dans le temps, souvenez-vous, on écoutait, mais quelquefois on restait la bouche ouverte pendant des secondes, on se demandait, mais c'est vrai cette affaire-là, qu'est-ce qu'il dit? Il faut reconnaître qu'il y aura forcément des vérités dans ce qu'il c'est fort possible. Au grand jour. C'est fort possible, mais c'était des propos assez énormes. Moi, je me souviens par exemple du jour où j'ai entendu pour la première fois, dans l'une de ses chroniques, où il disait, je crois, que toutes les stations qui se créaient et tout appartenaient au président Patrice Talon et à ses proches. Ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, mais nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quel pays? Où est-ce qu'il a trouvé de telles informations? Comment est-ce qu'il a pu avoir ces informations? Peut-être qu'il a ses preuves. Bon, peut-être qu'il a ses preuves. C'est le moment justement de mettre les preuves en avant. Et je dis et je répète, il faut faire très attention. Jusque-là, on n'a pas encore entendu ni les autorités de la criette, ni les personnes. Voilà, on n'a rien entendu de ce camp-là. Pour le moment, on entend absolument rien que les opposants et tous ceux qui sont plutôt censés être des partisans du frère Oumvi. Je viens par rapport à ça. Et moi, en tant que journaliste, je ne peux pas me baser sur les propos d'un seul camp pour faire mon analyse, pour faire donc ma conjecture, si on peut l'appeler ainsi. C'est un peu compliqué de prendre seulement les propos d'un seul camp et de les analyser. Le plus important, c'est d'entendre les deux camps, parce que c'est très important pour un journaliste de pouvoir dire, enfin, nous n'analysons que des faits, ok? Et on ne peut pas analyser des faits en se basant uniquement sur un seul camp. Écoutons les deux camps. Et ce n'est qu'après cela maintenant que nous pourrons dire, ah voilà, par rapport à moi, mes convictions, voilà ce que je pense, voilà ce que je pense. Maintenant, il y a d'autres aspects de l'affaire qu'on peut très bien critiquer. Par exemple, lors des avocats sont montés au créneau pour dire, voilà, il y a un souci en matière de normes juridiques. Moi, je pense qu'à ce niveau déjà, les auteurs de la criette doivent pouvoir monter au créneau et dire, ah, par rapport à ce que nous reproche l'ordre des avocats, voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous pensons. Et ce n'est qu'après ça que le journaliste prend le relais. Parce que nous, notre travail, c'est un travail d'abord d'enquête, c'est la base de notre métier. Parce que nous devons dire la vérité et rester complètement comme j'aime, voilà, complètement neutre, impartial. Et c'est cela, nous, notre travail. Si Frère Oumvi est aujourd'hui devant la justice, je pense qu'il y a eu un manque à ce niveau-là. Et si nous devons commenter cette affaire également, nous devons en tout cas de connaître tous les contours avant de pouvoir nous jeter dessus. Et je pense que jusque-là, on n'a pas vraiment tous les contours encore. On n'a vraiment pas tous les contours. On ne peut analyser que ce qu'on voit. Et l'autre analyse que moi... Mais écoutez, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes au Bénin, Carole. Et au Bénin, dès que les autorités vont s'exprimer, on saura un peu plus sur tout ce qu'il y a autour de cette affaire-là. Il y a eu des affaires pareilles. Oui, mais il y a eu des affaires... Est-ce que vous êtes sûr que vous avez eu tous les contours? Oui, mais au fil du temps... Avant la sanction finale. Oui, mais au fil du temps, on en apprend un peu plus et on finit par se faire une opinion. Vous êtes d'accord avec moi? On va laisser le temps nous permettre de nous faire également une opinion. Je vais vous dire deux petites choses sur lesquelles moi, personnellement, je m'avance avec beaucoup enfin, je vais dire, je les attrape avec beaucoup de pincettes, je vais dire. Voilà, première chose, c'est, on parle par exemple d'enlèvement. Jusque-là,
aucune autorité au Togo ne s'est levée et s'est plainte du fait que, du fait que quelqu'un a été enlevé sur son territoire. Moi, je n'ai rien entendu. Donc, en tant que journaliste, je ne peux me prononcer que sur ces bases-là. On est d'accord? Voilà. Donc, j'attends aussi que, c'est normal que les autorités togolaises puissent dénoncer le fait qu'un État agisse de telle manière vis-à-vis d'eux. S'il n'y a pas de dénonciation de leur côté, ça veut dire que finalement, peut-être qu'ils se sont entendus et que ça marchait. Maintenant, l'autre chose qu'on avait dit sur ce plateau, moi j'avais pressenti que personne n'allait soutenir Frère Oumvi une fois qu'il était désormais, Steve Amoussou, alias Frère Oumvi, une fois maintenant qu'il est devant la justice. Je le croyais véritablement. Mais les opposants, en tout cas ceux qui sont de l'opposition, m'ont donné tort finalement. Et ça, je pense que c'est à noter. Ils sont derrière, on les a vus devant la criette, même s'ils ont été empêchés donc, de rentrer, d'y avoir accès. Même reporter sa présentation. Voilà, donc moi je pense que ça aussi c'est à souligner. Ils sont vent debout pour montrer que ça compte. Donc ça, un journaliste doit pouvoir le dire. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui les honore, je veux dire. Ça honore l'opposition béninoise parce que pour une personne qui tout le temps a chanté le louange, au moment où il a des difficultés, c'est plutôt normal qu'il puisse être là. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. On ne peut pas aujourd'hui, en tant que journaliste, dire voilà, et Frère Oumvi, il y a une injustice qui lui est faite, voilà ci, voilà ça. Non, il a tenu des propos. On est d'accord. Moi, je tiens des propos ici. Le moment venu, dès qu'on m'a appelé, je répondrai donc de tout ce que j'ai pu tenir sur ce plateau. On est d'accord. Donc, je pense que c'est la même chose également. Il a tenu des propos. C'est le moment de dire pourquoi est-ce qu'il a dit ci, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, quelles étaient ses preuves. Et ce n'est qu'après ça que nous autres, on pourra commenter, on pourra donner notre opinion, on pourra aider donc le peuple à avoir, avoir un peu plus clair, à éclairer, on va dire, la lanterne donc de la population béninoise. Voilà. Bonjour Roland Toneikes, bienvenue sur ce plateau. Carole, bonjour. Ouma Déanjou, bonjour. Bonjour. Alors, on parlait de la principale information parue ce matin dans les différents journaux. Il s'agit de l'affaire Frère Oumvi. Les chefs d'accusation sont harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles, provocation indirecte à la rébellion. Roland Toneikes, votre lecture. Bon, ça ne surprend pas. Ça ne devait pas surprendre qu'on ait ces chefs d'accusation contre Steve Amoussou, alias Frère Oumvi. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est de travailler à ce qu'il ait de bons avocats qui défendent sa cause. Parce qu'il est déjà interpellé, il est déposé en prison. Je crois que c'est à l'opposition qui le soutient, je dis, de trouver les voies et moyens, de trouver de bons avocats qui puissent les défendre. Parce que quand on parle de harcèlement par voie électronique, si les gens ont des preuves que réellement il a fait le harcèlement par voie électronique et connaissant le code sur le numérique, on sait comment est-ce que ça se passe. Et puis après, vous savez, on parle de chantage, on parle de rébellion, tout ça là. Et quand on suit certaines chroniques du frère Oumvi, il y a des chroniques dans lesquelles il demandait aux gens de se manifester. Donc, on va lui demander certainement les preuves des informations qu'il a données dans ses chroniques. Je l'ai dit, il a fait des chroniques dans lesquelles il a donné des géolocalisations, il a donné des précisions des dates et autant de choses. Donc, les preuves, peut-être que c'est là maintenant le moment pour lui de livrer ses sources. Malheureusement, le journaliste ne livre pas sa source Titan, mais d'au mieux, est-ce qu'il va accepter de livrer les sources, de citer ceux qui sont ses informateurs, tant du côté de la mouvance que de l'opposition? Là se réside la question. Donc j'estime qu'aujourd'hui, il est en prison et je continue de dire, la mobilisation n'a pas empêché la justice de coller 20 ans à Rekia Madougou. La mobilisation n'a pas empêché de coller 10 ans à Joël Aïvol. La mobilisation n'a pas empêché de maintenir les gens en prison depuis 2019. Et donc, au-delà de tout, est-ce qu'il faut continuer à faire de la mobilisation ou bien il faut trouver de bons avocats, argument contre argument, défendre l'intéressé, et puis après que l'opposition aussi commence par travailler sur le terrain. Autant de choses sur lesquelles j'estime véritablement qu'il faut travailler pour aider Frère Oumvi aujourd'hui. Malheureusement, il s'est fait prendre, oui,
on dira, parce qu'on a vu un communiqué des avocats aujourd'hui, des avocats qui dénonçaient la manière dont il a été interpellé, parce que normalement, tenant compte du code pénal au Bénin, en réalité, il faut adresser une première, deuxième convocation. Mais quand c'est quelqu'un qui est recherché depuis 8 ans et qui est caché, à un moment donné, c'est que les autres ont estimé qu'il fallait prendre ces manières, pas ces manières pour l'interpeller, ce qui n'est pas en soi à apprécier encore que c'est un territoire étranger. Et là, c'est pourquoi je dis, d'ailleurs, dans ce il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de flou. Première chose, jusque-là, le gouvernement ne s'est pas prononcé. Bon, on me dira que le gouvernement est en vacances. Et donc, c'est pour ça que le porte-parole peut-être n'a pas encore réagi. Et on vous dira que c'est une affaire pendante devant la L'administration justice juridique n'est pas en également. vacances. Donc, Non, en réalité, qui est le plaignant dans le dossier Rouvi? C'est le gouvernement, c'est sur les autorités. Je ne peux pas dire que c'est le gouvernement. Enfin, c'est l'État, si vous voulez. Oui, bon, je ne dirais pas l'État. Parce que jusque-là, on ne connaît pas le plaignant. Quand on interpelle quelqu'un, on doit savoir qui est le plaignant. Peut-être que le procureur s'est auto-saisi aussi. Oui, non, c'est pourquoi je dis qu'il y a tellement de non-dits de fou dans ce dossier. Parce que la justice peut vous contourner et dire qu'il n'est pas interpellé par rapport à tel ou tel dossier. Parce que les 2 premières personnes interpellées dans ce dossier qui ont permis de le tracer pour l'avoir ont été interpellées sur des faits donnés, de harcèlement, par voie électronique, certaines choses. Cybercriminalité. Donc, du coup, dans l'ordre normal des choses, peut-être c'est pour ça qu'on l'a interpellé. Donc, jusque-là, on ne sait pas si c'est l'État qui est le plaignant dans le dossier. On ne sait pas si c'est le gouvernement. Donc, première chose qu'on ne sait pas. Deuxième chose, jusque la justice, le Togo, l'État togolais n'a pas réagi par rapport à l'interpellation, s'ils sont associés ou pas. Je continue de dire qu'il y a tellement de flou non dit. Donc, en réalité, il ne faut pas très tôt commencer par courir pour dire, oui, il est interpellé pour ses chroniques, parce que le gouvernement, parce que. On peut vous sortir un cuit-d'âme qui vous dit que, oui, il lui a fait du chantage, en tout cas, ils lui ont, parce qu'avec les 2 premiers, ils lui ont fait du chantage, et que c'est sur cette base que la personne s'est allée se plaindre et que la justice l'a interpellé. À ce moment-là, c'est que tout le monde sera, comme on dit, groggy debout, on va se rendre compte qu'on a détourné tout le peuple, parce que, oui, qu'on ne le veuille pas, si on dit que c'est l'État, le gouvernement qui l'a interpellé, qui est le plaignant, ça veut dire qu'en réalité, les gens peuvent mettre ça sous le coup de prisonniers d'opinion. Malheureusement, les gens peuvent utiliser cet argument pour dire non, c'est un citoyen, c'est un journaliste, c'est son opinion, autant de choses. Et finalement, ça va être un débat assez long. Donc, je vous dis aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas certaines précisions concernant le gouvernement qui n'a pas réagi, on ne sait pas qui est le plaignant. C'est vrai que les avocats peut-être déjà savent qui est le plaignant. On veut déjà... Et en plus, les avocats parlent de violation des normes juridiques. Oui, mais c'est normal. Moi, j'ai dit si la partie togolaise n'était pas associée, excusez que je le dis, c'est une méthode de voyou. C'est une méthode de voyou. Quand bien même le chef de l'État dénonçait avant 2016 que le Bénin ne devrait pas être un État de voyou. Alors là, pourquoi ce silence de la part des autorités togolaises? Togolaises, ok, d'accord. Pourquoi ce silence? Parce que, qu'on le veuille ou pas, bon, ça évolue, l'affaire évolue. Faure était préoccupé à former son gouvernement, il l'a formé hier. Donc peut-être qu'après la formation du gouvernement, ils vont réagir. Peut-être, parce que hier, ils ont sorti un nouveau gouvernement. Donc peut-être que, comme il réfléchissait à choisir peut-être l'actuel, le Premier ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Garde des Sceaux du Togo va finir par prendre la parole pour se prononcer au ministre des Affaires étrangères. Pourquoi pas? Donc j'attends de voir. Mais j'estime que il y a tellement de non-dits dans ce dossier, il faut faire très attention. Tous ceux qui veulent prendre fait et cause pour conflit, je suis d'accord que c'est un citoyen. C'est vrai que c'est chronique, que tout le monde s'en délectait. Tout le monde appréciait quand on n'entend pas Frère Rouvi un vendredi. On dit, mais est-ce que tu as la chronique de Frère Rouvi? Qu'est-ce qu'il a dit cette semaine? Donc, tout le monde. Et puis aujourd'hui, donc j'estime que nous devons, ceux qui veulent à tout prix prendre fait et cause et crier dans tous les sens, on doit faire très attention. Justement, quand on parle de violation des normes juridiques, alors qu'on sait, qu'on connaît les textes, qu'est-ce qui pourrait justifier ces comportements? Parce que ce n'est pas pour la première fois. Je vous ai dit, en temps normal, il faut interpeller la personne par convocation au mandat d'arrêt international et la partie togolaise va coopérer, et puis d'ailleurs, quand il y a un mandat d'arrêt international, on le sait, quand on a voulu interpeller Kiki Sagbe Bernard, KGB au Togo, il y a eu un mandat d'arrêt international. À un moment donné, il y avait un mandat d'arrêt international contre d'autres citoyens béninois qui sont retrouvés au Togo. Et tout le monde savait qu'il y a un mandat d'arrêt international pour interpeller telle ou telle personne. Est-ce que, et la manière dont Steve Amoussou a été interpellé, il n'y a pas eu de mandat d'arrêt, on n'a rien entendu, et puis après, on apprend que les gens débarquent et le prennent. Oui, et le prennent. C'est à déplorer. Et c'est pourquoi je l'ai dit hier, avant-hier, que je dis tout Béninois
qui se retrouve hors du territoire national, qui pense qu'il fait des reproches au pouvoir et qui pense qu'il reconstitue une menace pour le pouvoir en place et qui pense qu'en réalité on peut l'interpeller à tout moment, doit pouvoir prendre ses dispositions et se sécuriser lui-même. Parce qu'on n'affronte pas un État et en se laissant aussi comme ça. Regardez, le cas, nous avons tout fait d'oublier ce qui s'est passé dans le monde avant Steve Ronvi, Steve Amos ou alias Ronvi. Le cas Julian Assange, vous vous rappelez de ce cas? Quand il était en difficulté avec les Américains, il a dû se réfugier à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Il y est resté jusqu'à ce qu'on lui donne la nationalité équatorienne. Et il a fallu que de là-bas, il communique encore pour que l'Équateur décide de lui retirer la nationalité et qu'il se retrouve en difficulté. Il est sorti, on l'a interpellé. Il a été interpellé, il a dû finir par plaider coupable et on lui a collé 62 mois, je ne sais quoi, et puis après, il est sorti, il a rejoint l'Australie. Pour vous dire quoi? Des cas comme ça se sont déjà passés parce que Julian Assange également était informaticien. Après, on a dit qu'il est journaliste parce qu'il a mis des informations d'État sur la place publique. Et dans les chroniques de Frère Rouvi, il a mis des informations d'État qui pourraient être des informations classées secret défense sur la place publique, dans certaines de ses chroniques. Donc, il y a déjà un précédent dans un dossier similaire qu'on connaissait. À un moment donné, lui, il a dû se réfugier dans une ambassade. Donc, ça veut dire que Rouvi, en réalité, ceux qui le soutiennent aujourd'hui, devraient suffisamment prendre des dispositions pour le protéger. Parce qu'il constituait une menace pour le pouvoir. En fait, pas une menace au point de les déstabiliser, mais en réalité, ces chroniques, chaque fois... Justement, il y a des informations qu'il relayait et qu'il donnait. Donc, du coup, l'erreur a été déjà faite de ce qu'il se retrouve dans de telles conditions où on l'interpelle facilement. C'est quelqu'un dont, pour avoir accès à lui, il fallait passer par plusieurs étapes, au point où finalement, vous n'arrivez même pas à identifier la personne. Mais si facilement, deux jeunes interpellés à Cotonou ont permis de le tracer aussi facilement, il y a Mathias se dit, il faut le dire que c'est depuis 8 ans. Depuis 8 ans qu'il est recherché, rien que deux années encore pour le gouvernement en place, je me dis, c'est ça. Moi, c'est un peu ça qui me touche, parce qu'il a tenu quand même par rapport déjà à la motion, assez longtemps. À la motion de procédure des avocats, enfin, par rapport au non-respect des normes qu'évoque l'ordre des avocats, moi je dis, bon, peut-être que je ne suis pas un spécialiste du droit, c'est vrai, mais s'il est recherché, c'est qu'il y a quelqu'un forcément qui a une plainte contre lui. C'est qu'il y a quelqu'un qui estime que, bon, il a fait quelque chose qui est plutôt grave. On est d'accord. Ça peut être peut-être même les autorités juridiques, je ne sais pas moi, le procureur judiciaire, pardon, le procureur lui-même qui s'est auto-saisi, qui s'est dit, mais finalement, il faut que j'appelle. Voilà, donc il faut pouvoir reconnaître cet aspect-là. On l'a interpellé, c'est qu'il y a quelque chose qui lui est reproché. Ça, c'est un premier cas. Maintenant, c'est vrai, c'était un activiste. On devait, si vous étiez vraiment ses soutiens, je suis complètement d'accord avec Roland, on devait pouvoir comment on appelle, le soutenir. Mais on le soutient dans le sécuriser, tout ce que vous voulez. Mais on le soutient dans quelle mesure? Qu'est-ce qu'on avait comme preuve? Quand vous prenez le cas de Julian Assange, mais Assange avait des preuves, mais implacable. Tu ne peux pas ne pas accepter. C'est des papiers signés. Que les Panama Papers, toutes ces choses-là, c'était des vérités que personne ne pouvait nier. Même les États-Unis ne peuvent pas nier. Mais ça restait des informations classées secret défense. Et quand on dit quelque chose est classé secret défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça relève de l'intégrité de l'État. Il faut faire très attention, sinon vous allez mettre à mal votre pays. Et quand ça devient comme ça, ça veut dire que vous devenez ennemi de ce pays-là. Voilà la situation. Donc, quand vous mettez de telles informations sur la place publique, vous-même en tant qu'activiste, vous devez vous attendre à cela. Vous devez vous attendre à être interpellé. Je pense que Frère Rouvi devait s'attendre à être interpellé. C'est vrai que ça peut choquer. C'est vrai qu'on peut se crier, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ce qu'il disait était suffisamment grave. Moi, j'ai donné un seul exemple tout à l'heure. Le fait qu'on dise que toutes les stations du Bénin, les nouvelles qu'on créait là, ça appartenait au chef de l'État et à son clan. Mais c'est quelque chose de suffisamment grave. Voilà, maintenant, donc c'est le moment de mettre les peurs sur la place pour que nous, journalistes, on puisse faire tout ce que nous voulons comme conjecture, comme, je ne sais pas moi, supputation, tout ce que vous voulez. C'est important. C'est très important. Il ne faut pas soutenir aussi pour soutenir. C'est ce que je veux dire à tous ceux qui le soutiennent. Comment est-ce qu'on le soutient? Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'il a commis des fautes?
Alors, s'il a commis des fautes, alors qu'est-ce qu'on peut trouver alors pour lui trouver des situations atténuantes pour lui permettre de ne pas vraiment écoper de la peine la plus énorme possible? Parce que là, maintenant, qu'est-ce qui va l'empêcher d'écoper de la peine la plus importante? Enfin, disons-le clairement. Il est devant la loi et il va choper comment on appelle la peine, mais jusqu'à maximale, parce que il a été. Mais il défendait le peuple. Tout ce que Rouvi disait, il faut le reconnaître, c'est pas faux. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est faux ou pas. Moi, je n'ai aucune doit pouvoir avoir des informations vraies et il doit forcément avoir des preuves de ses affirmations. Vous n'avez pas une seule preuve de ce qu'il disait. On n'avait pas la preuve, mais c'est aujourd'hui l'opportunité de branler ces preuves devant la loi. Voilà, c'est l'opportunité. Mais on se dit, l'opportunité est là maintenant. Face à certaines affaires, on peut se dire que tout n'est pas quand même faux. Tout ne peut pas être faux dans tout ce qu'il relayait. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Et je l'ai dit, j'ai dit qu'il y a certaines mêmes informations qu'on ne doit même pas relayer. Je vous assure, nous, en tant que journalistes, on connaît les règles de notre métier. On est d'accord? Il y a des choses tout ce qui peut, comment on appelle, mener à la rébellion, même si c'est une vérité, il faut s'abstenir. Si on est sûr que ça peut conduire à des troubles dans le pays, il faut s'abstenir. Et il y a certaines informations, je vous le dis encore, qui peuvent ne pas être très populaires. Certaines décisions qui peuvent ne pas être très populaires, mais qui dans le temps vont se révéler salutaires. On est d'accord? Donc il faut faire très attention en tant que journaliste. Il faut analyser le pour et le contre avant de monter au créneau pour dire voilà, je dénonce ci, je dénonce ça. C'est vrai, la liberté d'expression, l'envie d'exprimer ce que nous pensons, l'envie d'être des porte-voix de ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer, d'être la voix de ceux qui n'arrivent pas à se faire entendre. C'est tout à fait normal que cette passion-là boue en nous, mais cependant, il faut rester bien lucide et travailler selon les règles de son métier, c'est très important. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que nous fassions la part des choses entre un activiste et un journaliste. Oui, mais Steve Amoussou, il est journaliste aussi. Un journaliste... Ça suscite débat sur son titre de ce monsieur, suscite débat, il faut le reconnaître. Un activiste peut se permettre tout. Je dis bien, un activiste peut se permettre tout. Et être près oui, il peut se permettre tout. Le journaliste peut ne pas se permettre tout. Vous et moi, il y a des informations. Je suis d'accord, il y a la déontologie. Il y a des informations dont moi je dispose que je ne vais jamais étaler sur ce plateau. Mais quand j'évoque certains sujets dès le début, ceux qui savent le savent, ils savent là où je voulais aller, mais que je ne vais pas aller sur le terrain, mais ils savent que alors celui-ci a cette information. Pour dire quoi? On ne va pas faire un procès à Rouvi pour tout ce qu'il disait, parce qu'il est activiste politique. C'est pourquoi au début, quand on disait qu'il est journaliste, je suis d'accord, oui, bon, il est journaliste. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun média, ou bien personne n'a réussi à situer que Rouvi a travaillé dans tel média par le passé. Et est-ce qu'il a la carte de presse également, ce qui confirme? Non, ça c'est un débat que je ne fais souvent pas. Parce que cette affaire, regardez, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dans ce métier, parce que tout le monde sait que je suis journaliste, encore que pour avoir les cartes de presse, vous savez comment, c'est pas aussi facile. C'est la veille des élections souvent qu'on lance l'attribution des cartes de presse, et puis parce qu'un journaliste, quelqu'un a un problème, il n'a pas la carte de presse, on ne le reconnaît pas comme tel journaliste, alors que le média reconnaît que c'est un journaliste de la maison. C'est un autre débat qu'on peut faire ailleurs. Mais j'estime que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir... Mais devant la loi, c'est la carte. Mais c'est ce que je dis, c'est un débat. Oui, en réalité, on peut revoir ça. Parce que, écoutez, j'ai quand même mon badge d'Eden TV ici. Si je présente ça, je ne suis pas journaliste. Ce n'est pas Eden TV qui m'a fait ça. Ce n'est pas vous. Et pourquoi ça, par exemple, avec ça, on ne peut pas me dire, reconnaître que je suis journaliste. Et que, attendez, qu'il faut attendre que j'aie la carte du presse de la RAC avant de justifier que je suis journaliste. Ce débat, on peut le faire aussi, après. Mais j'estime fondamentalement que lui, aucun média jusque-là, en traçant, personne n'a dit, il a travaillé dans tel média, on l'a connu. C'est pour ça que je dis, oubliez l'affaire de journaliste d'abord, mais il est activiste politique. Il a dénoncé des choses, il a cité des choses, et c'est à lui de savoir s'il doit prendre des risques ou pas. Il les a pris. À un moment donné, chacun de nous, nous avons apprécié, autant que nous sommes. Nous avons apprécié, on écoutait, on souriait. Ah oui, vous savez, il a fait ça. Mais aujourd'hui, il est seul. Et c'est pour ça que je disais que, autant que nous sommes jeunes, que nous soyons journalistes ou activistes, quand on nous envoie, sachons nous envoyer, parce qu'après tout, c'est nous seuls qui répondons. Parce que les gens vont se mobiliser, vont faire tout ce qu'ils veulent, mais au fond... Justement, après la délibération, la sanction finale, est-ce que ceux-là seront toujours là? Et sa famille, fort heureusement, il est en vie.
Si on n'avait plus de traces de Steve Amoussou aujourd'hui, C'était possible également. qui va interpeller qui? Comment ça va se passer? C'est pourquoi il dit sa sécurisation était très importante. Du moment où les gens ont failli et qu'on l'a arrêté, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème, et je le dis, parce que j'ai cité le lundi ici, Rwanda Classified. Je demande à tous les journalistes qui veulent prendre des risques dans ce pays d'aller sur ce documentaire sur le Rwanda. Rwanda Classified. Classified en anglais. Classifié. I-E-D à la fin. Rwanda. Allez sur ça. Si vous voulez prendre des risques, prenez les risques pour vous. Ne prenez pas le risque pour quelqu'un. Parce qu'après, c'est vous qui payez. Merci. Nous allons poursuivre sur cette... Après c'est vous qui payez et je pense que c'est l'occasion aussi d'interpeller tous nos jeunes frères, enfin peut-être même nos aînés. Justement, j'en parlais hier, activistes. je dis il faut savoir prendre des risques. Voilà. Mais il y a des collègues qui n'étaient pas totalement d'accord avec moi, mais c'est un autre débat, c'est un avis personnel. Oui, et il y en a beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui se disent activistes, qui se permettent tout et qui disent même tout ce dans la veulent. vie, dans l'ordre normal des choses, même quand tu veux prendre des risques, même pour des affaires personnelles, quand tu te bats dans la vie, il faut savoir prendre des risques. C'est pas tous les risques qu'on prend, parce que quand tu vois ta famille, quand tu vois ta progéniture, quand tu vois la vie, le risque que tu veux prendre, qui va te priver de la liberté de pouvoir relancer ta vie, je trouve qu'il y a des risques qu'il ne faut pas prendre tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Steve Amoussou, il est devant la justice. Non, tous ces rien à voir même avec oui, je suis complètement Amoussou, d'accord. mais Tous ces informateurs, ces soutiens qui étaient là, peut-être qu'ils lui ont envoyé peut-être justement, ceux-là aussi auront peur. Voilà. Ils sont là, ils ne sont pas à l'aise. Aucun d'entre eux ne va pouvoir dire, OK, le moment est venu d'assumer, de dire, voilà, personne ne le fera. Justement, personne ne le fera. Il sera seul. Donc, faisons attention lorsque nous disons porte-voix, des sans-voix, lorsque nous disons activistes, lorsque nous disons journalistes, faisons attention. La fougue est là, la passion est là, mais cela seul ne suffit pas. Il y a des risques qui vont avec. Aucun de ces informateurs, aussi puissants qu'ils soient, ne va sortir la tête haute pour dire c'est moi qui était à la base, c'est moi qui suscitais. C'est moi qui le payais, personne ne le dira. On va certainement lui trouver des avocats qui vont se battre pour lui. Est-ce que ça va porter? Est-ce que ça va prospérer? Est-ce que ça va l'aider? C'est autant de choses. Moi, je le dis, on prend des risques, prenons des risques. Mais à un moment donné, c'est que sachant que... Mesurons les risques. Oui, sachant que quand ça arrive... Oui, il faut supporter. Je sais que ça choque beaucoup de personnes parce que quand on évoque le sujet revue depuis des mois, personnellement, depuis le début, quand j'évoque, les gens s'attendent à ce que j'insulte Patrice Talon ou bien que je dise tout de go que oui, frère Ronvi, je montre tout. Écoutez, je soutiens frère Ronvi, c'est un citoyen béninois. Il faut le libérer. Il faut que. Et j'ai apprécié la sortie du parti FCBE. Ils ont réclamé une justice équitable. Justice équitable. Dans ce dossier, il n'y a pas autre chose à demander que ça. Justice équitable. Le reste là, nous allons faire des discours, nous allons supputer, nous allons crier pour dire c'est de l'injustice, il a été arrêté de façon illégale, tout ça là. Mais autour... Le droit sera dit, ça n'empêchera pas le droit d'être Voilà, dit. donc la meilleure option, c'est de souhaiter qu'il y ait une justice équitable et qu'après, qu'on essaie de trouver les voies et moyens de ne pas lui mettre, lui créer trop d'ennuis en prison. Parce que si les gens décident de le faire souffrir en prison, ce n'est pas évident. Aucun des avocats ne pourra aller là-bas subir avec lui. Aucun des soutiens ne sera là-bas pour subir avec lui. J'estime qu'à l'État, et moi je veux être direct, il faut demander la clémence de la justice. De la justice. Non, parce que je ne sais pas qui a interpellé. La justice, il n'y a pas de clémence à non, demander à la justice. La justice, c'est des règles, c'est des lois qui existent, c'est des tests. Tu fais ci, on t'applique ci, c'est ça en fait. Non, il faut la clémence, ça c'est peut-être les autorités publiques qui peuvent la donner, mais la criette, ne vous attendez pas. Oh non, d'abord le juge, le juge lui-même, quelle prérogative, enfin c'est même pas dans ses prérogatives. Lui, on lui dit, voilà les tests qui sont là, l'individu qui est devant toi, le citoyen qui est devant toi, qu'est-ce qu'il a fait, de quoi est-ce qu'on l'accuse? Ok, est-ce que c'est avéré qu'il l'a fait? Voilà, si c'est avéré, regarde les tests et applique-lui ce qui est là. Donc il n'y a pas de clémence au niveau de la justice. Voilà. C'est le chef de l'État qui pourra accorder. Non, parce qu'il y a des gens qui m'en veulent parce qu'il dit Patrice Talon le matin, que je dis Boni, je dis, bon, est-ce qu'une fois, j'ai dit président Boni Aïe, si je dis Boni Aïe, je dis pas ça, mais on dit que je m'en respecte. Oui, mais dans notre jargon à nous, on n'est pas obligé. Non, mais les gens m'en veulent. Et je leur dis, bon, désormais, je dirais tous les matins avant de parler du chef de l'État,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême de l'armée. Non, pas du tout. Je suis prêt. Le journaliste, nous allons poursuivre. Je souhaite que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême de l'armée, essaie de voir dans quelle mesure il peut accorder une situation atténuante au jeune Steve Amoussou, alias Rouvi, parce qu'on comprend qu'en réalité, tout ne venait pas de lui, certainement il y a peut-être des commanditaires derrière. Peut-être, je dis qu'on je n'ai pas, la justice va faire ses enquêtes et situer. Donc oui, si on peut lui accorder cette clémence-là, pourquoi pas? Parce que le chef peut nous surprendre. Hein. Ah oui, le chef peut nous surprendre. Justement, qu'il a parce lancé de son parce mandat, que toutefois, vous permettez que je dise un mot par rapport à ça. Déjà, non, par rapport à ce que Roland a dénoncé, qu'on l'accuse. Nous, journalistes, en fait, lorsqu'un journaliste parle, c'est là où notre métier a de la valeur. Quand les gens n'ont rien à vous reprocher, voilà, il faut parce toujours des choses. Ils sont allés jusqu'à me parler de manque de respect impoli, et quelqu'un a même mis hier. C'est la base de l'éducation. Je ne sais pas s'il est mieux éduqué que moi. J'ai été éduqué par la rue. Roland, je suis très éduqué. C'est juste en une minute. C'est pour dire que quand le journaliste parle, il porte la voix des autres. C'est tout un peuple qui parle lorsque le journaliste s'exprime. Parce qu'il défend une certaine opinion que beaucoup de personnes ont dans le peuple. Il n'est pas obligé de mettre tous les titres ronflants qu'une autorité a. Non, ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est ce que moi je voudrais dire. Alors nous allons poursuivre Joe Biden, Emmanuel Macron, personne ça ne gêne personne. Dans cette rubrique, refus de donner le rang des apprenants dans certaines écoles. Matin Libre trouve que c'est une entorse à la culture de l'excellence. Non, mais ce n'est pas moi qui ai décidé. Non. Ceux qui ont décidé ça, pourquoi ils ont décidé de faire ça? Si on ne donne pas les rangs, peut-être qu'on ne veut pas savoir qui est dernier. Peut-être que les derniers, à force de citer tel des derniers, on peut-être se rend compte que c'est peut-être des enfants des gros bonnets parfois qui sont les derniers. Et donc, on ne donne plus les rangs. Si on ne donne plus les rangs, c'est fini, non? Tout le monde travaille, tout le monde passe en année supérieure, c'est fini, non? Vous voulez quel débat encore? Passons à autre chose. Non, mais écoutez, moi je pense que cette décision des autorités a été justifiée par le fait que lorsque vous dites à un enfant tout le temps, tu es le dernier, toi tu n'as pas bien travaillé, tu es peut-être 20e, 50e, 30e, et qu'il voit qu'il y a du monde encore devant lui. Mais forcément, quand il y a 40 personnes, il faut forcément que quelqu'un occupe on a toujours, oui, je suis d'accord. 20e place. Je suis d'accord. Il faut encourager les premiers. Si quelqu'un est premier, il faut dire je ne dis pas non. Si quelqu'un est dernier, qu'il sache qu'il est dernier. Et il faut qu'il arrive à placer un mot. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que cela est justifié. Ça peut avoir un impact, mais extrêmement négatif sur la psychologie de l'enfant. Et donc, c'est des personnes en construction, avec un psychisme, mais complètement mou, qu'on peut façonner comme on veut. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Cela peut agir sur lui et, enfin, agir également sur l'adulte qu'il sera demain. Et avoir vraiment quelque chose de négatif sur sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Il aura peut-être un manque de confiance en lui. Il aura beaucoup d'autres problèmes qui sont liés à son état d'esprit, à sa confiance en lui. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose également, mais on n'a pas dit qu'on ne va pas récompenser les meilleurs. Dans toutes les écoles, on parle de tableau d'honneur toujours, malgré qu'on ne donne pas de rang. Les meilleurs ont leur tableau d'honneur. Et les moyennes sont là pour dire « Ah, j'ai bien travaillé, j'ai mal travaillé ». Parce qu'on donne les moyennes sans donner de rang. On est d'accord? Donc, il n'y a pas de raison, qu'on ne puisse... Maintenant, si vous estimez qu'il y a, comment on appelle, cela n'est pas très, très juste, c'est à vous de donner les arguments qui vont dans le sens de l'autre. La culture de l'excellence, c'est quoi? Cette manière de faire, de ne pas donner les rangs, les pays où les enfants réussissent le mieux dans le monde, ils appliquent la même technique aujourd'hui. On ne donne plus de rangs. Il ne faut pas juger, en fait. Il ne faut pas juger de sorte à ce que l'un des enfants se sente minimisé. C'est très satisfaisant, il y a des lettres qui désignent les meilleurs. Oui. Écoutez, cette affaire... Il y a des lettres, mais il n'y a pas de rang en tant que tel. Quand on vient dans une salle qu'on veut primer, quand on doit trouver de bourses ou bien d'opportunités, on ne commence pas les meilleurs. Vous savez, j'ai écouté ce matin... Dès lors qu'on met un premier, deuxième, là, quand on rentre, on dit qu'il y a des bourses ou bien des opportunités à accorder. On sait déjà le premier, deuxième, troisième qu'on connaît. Mais quand vous ne faites pas ça, on ne connaît pas le premier, deuxième, on vous dit que c'est seulement on va tout le monde au même pied. Après, on peut donner les avantages, les privilèges là, à celui qui est au milieu, 14e sur 28. Je suis d'accord avec vous. On se connaît. Oui, on connaît les moyennes. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Tout à l'heure, ce matin, quand je me suis réveillé, je suis tombé comme ça, lorsque je voulais voir un peu comment on appelle les informations, je suis tombé sur des propos du jeune qui a été le premier au bac au Bénin. Comment il s'appelle? Un certain Kassa, je crois, j'ai oublié le prénom. Il s'appelle 19 et 1, c'est-à-dire une moyenne inédite. Personne ne l'a eu au Bénin depuis qu'on fait le bac au Bénin. On est d'accord. Ce petit, on lui a posé la question, est-ce que la chance, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de chance aussi dans ce qui lui arrive? Mais
il a dit et il a répété. Parce que la journaliste a tiqué, elle a dit, mais comment vous dites qu'il y a la chance? Il dit, oui, il y a la chance. Ça compte également. La chance, c'est essentiel. Il dit que ça compte. Donc, c'est pour vous dire quoi? Supposez un seul instant, quelqu'un, parce qu'il a eu la malchance et il a mal fait peut-être quelque chose, il a mal compris. En mathématiques, par exemple, un plus ou un moins, et votre résultat est faux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que ces erreurs de signes, là, c'est rapide, c'est un petit manque d'inattention et c'est fini. Non, je suis d'accord avec vous. Attendez, bon, peut-être que ce n'est pas un argument, mais je dis que la chance compte. Supposez un seul instant que quelqu'un qui a eu la malchance, à un moment, peut-être même en sortant de la maison, il y avait un problème qui a joué sur lui, et au finish, finalement, ce problème a fait qu'il n'a pas eu toute la lucidité, toute la concentration qu'il lui fallait pour bien faire son devoir. Okay? Et il finit. Il se retrouve peut-être dans le milieu, enfin, disons, avec une moyenne plutôt, on va dire, passable, 10. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que c'est un élève très brillant. Ce 10-là peut être un choc pour lui. Si jamais on prime, par exemple, enfin, on dit, voilà, toi, tu es le dernier aujourd'hui, tu n'as rien foutu, ainsi de suite, voilà. C'est ce que ça veut dire, c'est rare. Tu n'as rien foutu, tu ne vaux rien. Donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut agir sur sa comment on appelle, sur sa mentalité. Et finalement, il va se dire, bon, peut-être que je ne vaux rien. Non, c'est pas peut-être que c'est un autre enfant aussi, sur le plan psychique, qui n'est pas complètement mûr, qui a beaucoup de difficultés à se concentrer. Il a beaucoup de problèmes. Plutôt que de l'aider à se relever, à chaque fin de trimestre, on lui dit, tu es dernier. Ça reste. Tu es dernier, mais à force d'entendre dernier, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, non, mais comment vous pouvez dire ça? Non, moi je vais vous dire, il y a plein de derniers qui, après avoir pris conscience, sont devenus des premiers, des brillants, des excellents. Oui, mais encore voilà. C'est notre manière aussi de promouvoir l'excellence. Qui détermine au fait le futur d'un enfant. Voilà. Donc, tu peux pas prendre je connais des premiers qui sont finalement derniers. Voilà. Non, je connais des gens qui sont premiers qui aujourd'hui sont dans autre chose. Ils n'ont rien trouvé dans la société pratiquement. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Là, tout ce que vous avez étalé là, c'est bien beau. Oui. Mais le problème, c'est que si votre enfant veut aller à l'examen là, je l'ai toujours dit, mettez-les dans toutes les conditions. Quand vous parlez de chance là, il y a le côté spirituel qu'il ne faut jamais négliger pour un enfant. Il y a des dispositions qu'il ne faut jamais négliger. Quand l'enfant veut aller à l'examen et que c'est vous qui lui mettez la pression à 0, au lieu d'aller se coucher à 21h, vous le laissez rester en éveil jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, il se réveille à 6h. Il peut être fatigué et sur l'épreuve, il peut déconner. Donc il y a des dispositions qu'il faut prendre. Celui qui a l'habitude d'être premier, et qui n'est pas premier à l'examen, il y a matière de se remettre en cause et que les parents doivent se remettre en cause. L'enfant aussi doit se remettre. Où est-ce que j'ai failli? Et quand il sait là où il a failli, il continue. J'estime que les questions de rang, pour un enfant et pour des parents qui veulent vraiment un avenir pour leur enfant, quand l'enfant ne travaille pas avec le rang, on sait alors que l'enfant n'est pas en bonne position qu'il ne travaille pas. Non, mais il y a des écoles où vraiment les enfants sont brillants et sincèrement le rang ne compte pas parce que il y a des enfants qui sont premiers avec 17 de moyenne, des enfants qui sont deuxièmes avec 17, à peine 0,01, 0,2. C'est presque insignifiant, mais juste parce qu'on doit classer ou parce qu'il y a des ex-échos, le gars se retrouve à la 6e place, à la 8e place ou à la 4e place. C'est un peu frustrant. Permettez-moi, je vais vous dire, il y a des enfants qui peut-être dans le plan, enfin sur le plan de, comment on appelle, de la présentation de leur copie, ne sont pas toujours, c'est un exemple que je prends, ne sont pas toujours les meilleurs. On est d'accord? Ils présentent peut-être mal sa copie. Il n'a pas une belle écriture, il n'a pas tout ça. Et qui se retrouvent au même niveau avec quelqu'un, c'est-à-dire que les deux sont les deux plus brillants de la salle. On est d'accord? Et que le maître doit départager. Il faut quand même que je détermine qui est le premier. Il se dit ça, le maître, il peut se le dire. Et il va dire, ok, quand même lui là, son écriture est beaucoup plus, donc je vais lui mettre plus 0,75. Ça va lui permettre finalement de soigner son écriture. Voilà, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. J'écris mal parce qu'il n'y a personne pour m'interpeller. Pourtant, je travaillais. De la même manière aussi. Attendez que j'aille jusqu'au bout. De la même manière aussi, lorsqu'on prend ceux qui sont peut-être parmi les derniers, il y a un peut-être qui sera sauvé à cause de son écriture. Ah oui? On est d'accord? Ça fait partie de la vie. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le rang, finalement, à un certain moment, ça ne tient qu'à des petites choses. Okay? Ce n'est pas essentiel de les mettre en avant, mais on connaît déjà la moyenne. Une fois que tu connais ta moyenne, ça te permet de savoir à quel niveau je suis et de te remettre en question. Parce que pour un enfant, quand on dit à un enfant, tu es premier, mais attends, ce n'est pas comme vous et moi.
Un enfant, il est complètement immature, il n'y a rien de formé encore. Ça peut être un choc psychologique énorme. Parce qu'on lui a dit qu'il est premier. Non, parce qu'il est dernier, par exemple. Dernier. Oui. Bien au contraire, les enfants, quand tu leur dis tu es premier, ils sont contents. Mais le dernier, mais ça peut jouer complètement sur lui. Pendant que les autres sautent, ils sont heureux, il est dernier. Et les autres même, et les enfants sont très cruels les uns envers les autres. Vous vous souvenez dans les cours de récréation? Pour nous qui étions un peu timides, mais écoutez, c'était la galère totale. Je comprends ce que vous défendez. Voilà. J'estime que les enfants dans une classe, quand quelqu'un fait un effort, il faut le reconnaître pour dire qu'il est le premier. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc, il n'y a plus de rang, tout ça là. C'est un débat qui ne tient pas pour moi. Nous allons poursuivre. Parce que Laurent a dit quelque chose. Il a dit que je défends quelque chose. En fait, je ne défends rien. Je dis que les autres qui ont mis ceci en avant aujourd'hui dans notre pays, ils ont leurs arguments. Et je fais l'effort, votre cas de presse. Même si et je fais l'effort de faire comprendre cela, en fait. De faire comprendre que, attention, s'ils ont pu décider que ça sera désormais comme ça, c'est qu'ils ont des arguments qui tiennent. Et ces arguments-là, moi j'en suis convaincu, c'est des arguments qui tiennent. Maintenant, si les autres qui veulent qu'on ramène les rangs, qu'on dise désormais, voilà le premier de la salle, le deuxième, le troisième, jusqu'au dernier qui n'a rien foutu, le dernier à qui on accrochait dans le temps aussi, je ne sais pas si on faisait ça, voilà, on leur accrochait des trucs au cou et tout, voilà. Donc, tout ça, c'était de l'humiliation. Donc, si les autres peuvent donner des arguments qui montrent que c'est une bonne chose, voilà. Mais toujours est-il que ça crée... Mais je vous ai dit, les enfants sont cruels. Quand on dit celui-là est dernier, mais jusqu'à la fin de la récréation, il est foutu. Ne serait-ce que dans la semaine, c'est fini. C'est le dernier de notre classe, tout le monde le dira. Voilà. Alors, des marchés rénovés dans un peu partout dans le pays, villes du Bénin, après Abomey, on parle ce matin, l'événement précis, plus précisément, parle du marché de Parakou qui est complètement rénové sous talon. Vous nous donnez la perche pour encenser le gouvernement, apparemment. Enfin, vous aimeriez bien qu'on... Parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre part que c'est formidable, c'est joli, personne dans le Bénin ne l'a fait. Non, mais ça, avec ça seulement, Talon rentre dans l'histoire. Il avait dit que lui, il veut rentrer dans l'histoire. On est d'accord? Rien qu'avec ces infrastructures marchandes qui sont rénovées chaque matin, chaque jour, pratiquement chaque semaine désormais, on a un nouveau marché qui est ouvert. Je vous rappelle. Rien que ça. Je vous rappelle qu'il faut dire Monsieur le Président de la République. rien que ça, il est rentré dans l'histoire. On est d'accord? Sur le plan des infrastructures, moi je le dis et je le crie, mais avec tout ce que j'ai comme énergie, aucun président de Maga jusqu'à Talon, aucun président n'a mieux fait que Talon. Moi je le dis. Vous n'avez pas oui, non, je n'ai pas suffisamment connu les autres. J'ai lu des livres d'histoire. Vous n'avez pas suffisamment crié parce que dans votre voix, on ne sent pas que vous avez suffisamment crié. Voilà, donc c'est pour vous dire, pour moi, il est rentré dans l'histoire sur ce plan-là. On peut lui reprocher tout. Mais sur le plan des infrastructures, non mais allez vous asseoir, il n'y en a pas. Et il met là-bas à un niveau où le prochain qui doit venir au Bénin, je me demande comment il va faire pour relever ce défi. C'est un défi énorme. Regardez les voies. Regardez les voies, les pavés, à certains endroits même, on balaie les pavés et on met de l'asphalte. Non mais attendez, et chaque voie que Talon fait, vous voyez les lampadaires, mais c'est pratiquement futur. Mais Calavi reste dans l'obscurité depuis. Oui, c'est des voies qui datent d'un certain moment. Et là encore, il ne faut pas forcément aller au niveau central. Il ne faut pas aller accuser l'autorité sur le plan central et dire que c'est eux qui font. Moi sur ce plan, j'accuserai toujours comment on appelle nos autorités locales. C'est essentiel pour moi. Moi, je le fais. Parce que le gouvernement ne peut pas s'occuper de tout. Rien que les lampadaires qui ne marchent pas, moi je dis, quand on est un maire, quand on est, je ne sais pas moi, un conseiller, quand on est tout ce que vous voulez, un député, travaillons à créer des lignes budgétaires pour ces petites choses-là qui empêchent quelquefois, et comment on appelle, le bien-être de la population. C'est essentiel. Il faut pouvoir penser à ça. Regardez, dès que vous rentrez dans Calavi, tout devient noir. C'est une autre république, c'est un autre endroit par rapport au Bénin. Non, il y a un problème. Toute la voie est noire. Et si jamais tu as la malchance que ton, comment on appelle, se coupe en ce moment, que le phare de ton véhicule se coupe en ce moment, comment tu évolues? De ces accidents que nous constatons. Je vous rappelle que le maire de Calavi fait partie des maires qui n'ont pas été élus, qui ont été nommés par le parti. Et donc, si on l'interpelle depuis pour les lampadaires, on l'interpelle le conseil communal. Laissez-moi finir. Le conseil communal depuis des années et que ça ne réagit pas. Normalement, il y a un ministre de tutelle, il y a des autorités qui nous suivent, qui doivent réagir.
Non, mais c'est malheureux. Parce que si le conseil communal n'ont pas le pouvoir sur le maire, vous pensez que c'est nous, ce que nous disons qui a du pouvoir, c'est alors ceux qui l'ont amené là qui doivent avoir le pouvoir sur lui ou l'interpeller. Donc c'est pour ça que je ne lui fais... Moi, j'oublie déjà le maire. Roland, il ne faudrait pas parler comme ça. On est là pour sensibiliser, on est là pour attirer l'attention. Peut-être qu'il y a quelques difficultés aussi. Et je trouve qu'on ne ratera pas chaque seconde pour pouvoir en parler. Ça, c'est également source de nombreux accidents sur nos routes. La preuve, c'est qu'il y a des casques partout sur la voie. Et puis, c'est des pertes énormes qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi il dit que le maire, si le maire n'a pas réagi, interpellons ceux qui l'ont amené là, non. C'est simple, non. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais là maintenant? Vous n'êtes pas que c'est depuis des années que des feux sont cassés. Moi, j'ai fait un reportage qui existe encore dans les archives de l'NTV où j'ai fait le point des lampadaires tombés sur le tronçon. Mais c'est au Godomé, c'est là. Allez sur YouTube, vous allez suivre. Il y a le nombre de lampadaires tombés, le nombre de feux tricolores cassés, détruits. Depuis. Mais ça existe. Je suis allé prendre à l'époque le DST de la mairie Soubada. Après ça, on m'a dit à l'époque qu'il y avait des commandes. Non, c'est sérieux ce problème. La nuit, très difficilement la nuit est dans Bomé-Calavi. J'ai pris taxi. Très difficilement quand tu es au volant. D'hier pour venir à Calavi autour de 20h. Le chauffeur qui m'a conduit. Difficilement, c'est pénible. Jusqu'au niveau de comment vous appelez, pavé pour que je descende. Il avait des difficultés à circuler. C'est pénible. Et quand on prend Miskavu, jusqu'au niveau de l'échangeur, on sait comment les gens souffrent sur la voie. Mais depuis combien d'années on le dit? Si le maire n'a pas réagi, on ne cessera pas de le dire. On ne cessera pas de interpellons le dire. Parlant, je saisis encore officiellement cette tribune pour en appeler à la conscience du maire d'Abomey-Calavi. Et s'il faille que la SE lui donne les moyens pour qu'il puisse vraiment travailler, vraiment, moi... Carole, c'est maintenant que vous avez bien parlé. Le maire a été là. Déjà, on dit, il n'a pas été, moi je le dis, j'assume, il n'a pas été élu par ses pairs, il a été proposé par son parti politique. Donc, si lui ne réagit pas, interpellons son parti politique pour dire celui que vous nous avez amené là. Voilà sur ce que tu as accosté là. On l'interpelle, il n'a pas réagi. Maintenant, le gouvernement a envoyé la SE, qui en réalité s'occupe de ces trucs aujourd'hui. La SE aussi, si elle ne réagit pas, c'est le gouvernement qui a fait les réformes. Attaquons le gouvernement. Le ministre de tutelle, le ministre de la décentralisation, interpellons le ministre des Finances, interpellons le ministre de l'Énergie. Moi, j'estime que si ça ne dépasse, depuis les années, vous le dites là, vous n'avez pas de solution, vous ne voulez pas continuer à appeler... On ne va pas se taire. On ne va pas se taire très rapidement. Je comprends oui, très rapidement. Moi, je comprends parfaitement l'indignation. Je comprends le fait que chacun doit pouvoir dénoncer ce fait-là. Oui, le maire, on peut l'accuser parce que c'est lui l'autorité, c'est lui qui a choisi d'être là et qui doit pouvoir régler ces petits problèmes-là. On l'a dit d'être là. Bon, d'accord, si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le maire, quelquefois, il n'a pas toute la liberté d'agir comme il veut. C'est parce que ce n'est pas 2-3 francs qu'on prend pour arranger ces choses-là. Voilà. Il faut toute une ligne budgétaire. Et ça passe par beaucoup de préalables. Avant l'arrivée de donc peut-être qu'il a des difficultés sur ce point-là. Il a des difficultés sur ce point. Il a des difficultés, ne justifions pas les justifiables. Donc, interpellons tout simplement les autorités à divers niveaux pour qu'elles vraiment prennent en compte ce problème. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, le peuple interpellons tous ceux qui peuvent intervenir pour qu'on puisse dégager très rapidement une ligne budgétaire pour pouvoir agir sur cette histoire de la voie qui quitte Godomé pour entrer dans Calavi. C'est la principale voie. Vous savez, tout ceci, le fait qu'il y a l'obscurité, et combiné au fait que les Tokpa s'arrêtent n'importe comment sur la voie, mais ça cause des désagréments énormes. Merci. Voilà. Oumar Adeyandou, merci Roland Tonei-Ikes.